Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie Vareille. Bonjour Marie. Bonjour Virginie. Qui va nous parler de son merveilleux ouvrage « Nous qui avons connu Solange ». Alors, un ouvrage bouleversant. Moi, j'ai adoré, merci. Vraiment. Je l'ai lu en 2 jours parce que j'arrivais pas à le lâcher. C'est bon signe. Oui, c'est très bon signe. Alors, surtout que généralement, quand ça me plaît pas, je les lâche vite. Bon. Donc, c'est très bon signe. Alors, donc, dans cet ouvrage, dès le début, on est plongé dans la vie de Célestine et de Solange. On ne dira pas qui est Célestine et qui est Solange, bien évidemment, parce qu'il faudra, c'est à vous de le découvrir. En tout cas, il y a votre patte, votre marque de fabrique, qui est l'alternance de cette narration et d'un journal intime ou ici de lettres. Et donc moi j'ai une question avant de commencer à parler de l'ouvrage. Quand vous écrivez, alors vous pouvez ne pas répondre, ça peut rester secret, mais quand vous écrivez, est-ce que vous écrivez par exemple toutes les lettres ou tout le journal, partie par partie, selon les personnages, ou est-ce que c'est tout d'un coup, c'est un flot? C'est quelque part entre les deux. C'est-à-dire, je n'écris pas dans l'ordre, je peux faire 3-4 chapitres avec une voix d'un personnage, ensuite être un peu coincée, partir sur un autre personnage. Et j'intercale un peu au fur et à mesure, et puis à la fin je reprends tout et j'essaye, c'est comme avoir les pièces d'un puzzle, quoi. J'essaye d'avoir un tout cohérent, de supprimer ce qui est en trop, voilà, de mettre les bons éléments au bon endroit, et c'est assez chaotique finalement le processus d'écriture. Et oui, bon, en tout cas là c'est un succès, donc vous avez bien mis les pièces dans le bon ordre. Tant mieux. Alors donc, beaucoup de protagonistes féminins. Vous dites à la fin de l'ouvrage que vous l'avez écrit en pensant à votre grand-mère. Donc la transmission, c'est important pour vous. La transmission, la famille, ce qu'on retrouve dans beaucoup de vos écrits. Oui, la famille, c'est un sujet très important. Je pense qu'effectivement, ça ressort dans tous mes romans, notamment les liens entre frères et sœurs. Moi, je suis très proche j'ai 3 frères, je suis très proche d'eux. Ma famille dans mon enfance, c'était vraiment mon cocon, quoi. Et après, aujourd'hui, à l'âge adulte, j'ai créé ma propre famille avec mon mari et mes enfants, et c'est un des bonheurs de ma vie, on va dire. Donc c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Et la transmission, assez naturellement, j'y suis venue justement en devenant maman, parce que je me suis posé la question de ce que j'avais moi envie de transmettre à mes filles. Alors parfois sur un mode très angoissé, parce qu'au début j'avais très très peur de mourir et de les laisser. Voilà, de les laisser, ouais. Et je me disais il faut que je leur transmette quelque chose avant de mourir. Enfin, il y avait un côté un peu paranoïaque. Bon, maintenant ça va mieux. Mais je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que je voulais leur donner comme valeur, et même leur laisser finalement. Oui, voilà, ouais. Même en termes d'histoire et forcément je me suis donc interrogée sur moi. Mes propres racines, qu'est-ce qui faisait que j'étais devenue ce que je suis. Et c'est assez fascinant, je trouve, cette question de l'inné et de l'acquis. On retrouve Rousseau. Hein. Comment ? On retrouve Rousseau. Oui, voilà. C'est vraiment Et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec l'inné et à quel point on peut le modifier. Donc oui, c'est un sujet très important pour moi, la transmission. Est-ce qu'on peut le modifier? Est-ce qu'on peut simplement l'endormir un temps, mais il arrive un moment où il ressort? Ça, c'est... Moi, j'ai tendance à penser qu'on peut le modifier au moins jusqu'à un certain point, mais qu'il faut d'abord être conscient qu'on le modifie. Ce qu'on est et de ce qu'on a envie de changer. Mais c'est vrai qu'on est le produit de notre génétique, de notre éducation, de ce que nos parents nous ont transmis, des expériences qu'on a vécues. Bien sûr, ouais. Et c'est pas toujours évident de démêler oui, c'est vrai. Tous les fils pour en tirer. Souvent, on en tire un et hop, tous les autres après se défont. Alors, beaucoup de thèmes engagés dans cet ouvrage. Donc, les femmes, bien sûr, mais l'instruction de ces femmes, de ces petites filles où souvent on disait tu iras à la ferme et puis ça sert à rien de lire, etc. Et surtout, cette liberté, la libération de la femme à travers donc, tous ces différents personnages.
Et voilà, il y a l'institutrice qui au début elle est complètement admirée par Célestine et puis finalement au fil du roman elle se rend compte en grandissant que finalement elle n'est pas si extraordinaire que ça en tant que c'est modèle plutôt qu'elle a été féminin. rattrapée, on va dire, par le patriarcat, la pauvre. Mais oui, en fait, c'était pour montrer la difficulté, même avec beaucoup de volonté, une envie d'avoir une vie plus libre, une vie un peu différente. C'était quand même très compliqué pour une femme d'être totalement indépendante, d'avoir sa propre destinée, de réaliser ses propres ambitions. Disons qu'elle avait la destinée d'épouse toute tracée, la destinée de mère souvent tracée, mais la destinée de femme, finalement, elle restait un peu... il y a beaucoup de dévotion, beaucoup de sacrifices dans cet ouvrage, mais finalement des sacrifices qui ne pèsent pas au personnage, souvent. Il se sacrifie pour s'en occuper d'autres, mais il fallait qu'il le fasse et il s'en contente, il s'en ravisse même souvent. Disons que moi, en fait, ce livre, à l'origine, il y a un livre que mon père a écrit, un livre de non-fiction qui n'est pas publié, mais qui a été écrit pour la famille, où il a remonté l'arbre généalogique. Et donc moi, ça m'a beaucoup intéressée parce que j'ai pu en savoir plus sur la vie de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et ça montait jusqu'à la fin du 19e siècle. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait pas mal de traces de la vie des hommes parce que ils sont allés à la guerre, ils ont acheté des terres et tout ça, ça laisse des traces. Il y a des médailles, il y a des lettres, il y a des actes de vente, d'achat, des actes de propriété. Et finalement, les femmes, elles sont beaucoup moins visibles. Alors que leur vie a été riche, là, c'était des vies complètement dignes d'être vécues, mais qui étaient des vies assez simples finalement. Oui, c'est ça. Et voilà, et j'ai appris toujours dans ce livre que mes deux grands-mères avaient été forcées d'arrêter leurs études. L'une pour se marier, l'autre parce que mon arrière-grand-mère était très malade et donc son père a fait revenir ma grand-mère pour qu'elle puisse s'occuper de sa mère parce que lui considérait que c'était pas son rôle de mari de faire être soignant. Et voilà, et ça m'a vraiment fait réaliser à quel point moi et mes grands-mères, on est nés dans des mondes qui n'ont rien à voir. Oui, c'est sûr. Alors qu'on n'est pas si éloignés, il y a 50 ans d'écart. Quasiment un peu plus, 55 entre nos deux naissances. Donc, ah oui, c'est peu et c'est tellement à la fois. Ouais. C'est vrai que c'était des générations. La transformation du monde a été tellement exceptionnelle au cours du XXe siècle et on a oublié, on a l'impression que tout est acquis, que tout est normal. Pas que d'ailleurs du point de vue du droit des femmes, hein, je pense. Ah oui, bien sûr. Surtout l'absence de la guerre, l'absence, les soins de santé, on est une génération où on a la chance de pouvoir échapper à un certain nombre de tragédies que nos grands-parents n'ont pas du tout, ont dû affronter. Oui, c'est ça. Et souvent, ces générations-là avaient beaucoup souffert. Et on voit dans l'ouvrage, parce que les hommes avaient des terres, avaient tout ça, mais derrière, il y avait des femmes qui assuraient justement le travail de la ferme, le travail de la maison, l'éducation des enfants. Et c'est vrai que c'était des générations qui étaient toujours contentes et qui ne se plaignaient jamais. C'était des générations qui se posaient beaucoup moins de questions, en tout cas, et qui n'avaient pas le choix, surtout. Nous, on a plus de choix, finalement. Ouais. Trop de choix, tue le choix, des fois. Non, ça reste la liberté, c'est une chance. Mais c'est vrai que clairement, mes grands-mères n'ont pas du tout eu la même ampleur de choix que ce que moi ce à quoi j'ai eu droit dans ma vie. Et l'idée du livre, c'est surtout pas de dire que tout est bien, qu'on est arrivé à bon port. C'est au contraire de rappeler à quel point tout cela est récent. Oui. Et parce que c'est récent, forcément, c'est fragile parce qu'il y a eu des siècles et des siècles avant où tous les droits que les femmes ont aujourd'hui n'existaient pas. Et depuis des millénaires, les femmes étaient des citoyennes de second rang qui devaient vouer leur vie principalement au foyer et aux enfants, mis à part quelques rares exceptions. Et donc voilà, comme tout ce qui est un peu fragile, il faut faire attention parce qu'on assiste à... N'oublions pas que dans certains pays, elles n'ont pas la liberté. C'est qu'au niveau mondial, la situation des femmes est catastrophique. Et il y a des reculs en plus. On a cette idée fausse que tout va vers le mieux, qu'on ne fait que progresser. Mais en fait, l'histoire montre que c'est totalement faux. On peut revenir à l'âge de pierre
Et voilà, il y a des allers-retours. Et là, pour ce qui est de la condition de la femme, on le voit bien dans certains pays que ça recule. Bien sûr. Et pas que en Afghanistan, en Iran, aussi aux États-Unis. Donc c'est inquiétant. Faut faire attention. Donc des ouvrages comme ça, comme ceux-là, sont très importants. Vous abordez aussi un sujet qui est donc dans la femme, en fait, quand elle ne répondait pas au bon vouloir du père, ou bon, on les enfermait, en fait, on disait qu'elles étaient folles, qu'elles étaient insensées, voire dangereuses, et donc on les mettait dans ces maisons de redressement, ou enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer, c'est pas des asiles, ce ne sont pas des... mais en tout cas, dans ces maisons, on les dépouille de leur personnalité, quelque part. On les lisse. Alors effectivement, un autre sujet qui est venu nourrir le livre, c'est le sujet des écoles de préservation pour jeunes filles qui existaient en France jusque dans les années 50. C'était hier. Hein. Exactement, voilà, nos parents étaient nés. Enfin, pareil, c'est extrêmement récent. Et c'était des écoles où on enfermait les mineurs jugées délinquantes. Donc ça pouvait être très très large, ça pouvait être celles qui étaient trop rebelles et voilà, ne rentraient pas dans le système tel qu'on voulait qu'elles y rentrent. Il pouvait y avoir des jeunes filles atteintes de maladies mentales, des orphelines aussi qui étaient vagabondes, qui vivaient dans la rue, et aussi des jeunes prostituées ou des filles qui tombaient enceintes. Et finalement aussi juste des filles dont on n'avait pas envie de s'occuper ou qui étaient trop compliquées, qui ne rentraient pas dans le cadre. Ouais. Et elles ont fini par être fermées dans les années 50, notamment celle qui a inspiré l'école de préservation du livre qui s'appelle le château de Cadillac. Alors dans le livre ça s'appelle Cadiran, mais le vrai endroit s'appelle Cadillac, qui a été fermé parce qu'il y a eu une vague de suicides en fait, de jeunes filles qui se sont suicidées parce que on essayait, c'était très très strict, on essayait de les recadrer, de leur apprendre à être une bonne épouse, une bonne mère. Le but étant qu'elles sortent à 21 ans, parce qu'à l'époque c'était 21 ans la majorité, pour pouvoir se marier et rentrer dans le rang. Des filles bien, entre guillemets, finalement. Exactement. Ouais. Et alors dans votre roman, justement, vous dépeignez très bien, c'est la solidarité entre ces filles. C'est cette amitié qui se crée, donc, notamment avec un des personnages principaux, et Rose, qui est une élève en psychiatrie. Et donc, finalement, moi j'ai trouvé que ces rapports, les échanges, donc on n'a que la version d'un personnage à travers des lettres, mais on a l'impression que voilà, elle s'est posé les questions, elle se sent entendue, donc elle répond aux questions, et finalement, elle est vouée à devenir psychiatre, cette Rose, et elle est là-dedans. Donc voilà, il y a vraiment, tout le monde y était enfermé. Oui, Rose, c'est typiquement une jeune fille qui n'a rien à faire ici, mais qui a plein d'ambitions, qui veut faire des études, et qui a eu une aventure avec un de ses professeurs à l'université. Ouais. Et bon, ça s'est mal terminé pour elle, et pas pour lui, évidemment. Et donc elle se retrouve enfermée là, et elle suit sa vocation. Et c'était important de montrer, notamment, donc c'est Solange dans le livre qui est enfermée dans cette école, et de montrer que dans la vie difficile qui est celle de Solange, il y a ces moments de joie qui sont principalement liés aux gens qu'elle a eus dans sa vie et qui l'ont aimée. C'est ça. Ce qui est un peu ce que dira aussi Célestine à la fin sur ce qui vaut la peine d'être vécu dans la vie, c'est les relations qu'on entretient avec les gens qu'on aime. Voilà, peu importe sa nature, c'est l'amour filial, fraternel, maternel, c'est l'amour tout simplement. Donc moi, il y a des phrases qui sont très marquantes. Je cite « Comme toutes les femmes mariées qui n'ont de liberté que celle que leur mari accepte de leur donner ». C'est terrible. Mais ça a été vrai pendant des siècles. Et évidemment qu'il y avait des gentils maris qui aimaient sincèrement leurs femmes et qui leur laissaient un peu de liberté. Mais cette liberté, elle était toujours conditionnée au fait que le mari accepte qu'elles aient cette liberté. Une femme n'avait pas le droit de travailler sans l'accord de son mari. Elle n'avait pas de compte en banque d'ailleurs. Voilà. Pas le droit de disposer et si elle travaillait, pas le droit de disposer de son argent sans l'accord de son mari. Enfin, ah oui, c'est terrible. Donc on est
Ces lettres sont destinées donc à une certaine Jeanne Jeannette, dont le lecteur découvrira qui c'est par rapport à Solange, évidemment. Et alors, elles sont espacées. C'est jamais régulier, à fréquence régulière. Donc, il y en a qui sont à quelques jours, d'autres à plusieurs mois, même des fois plus d'1 an. Et moi, je me suis interrogée justement sur cette durée qui les espaçait, ce temps d'espacement. Je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'elle ne peut pas, parce qu'on sait qu'elle a du mal à trouver le papier, donc là, c'est une contrainte. Mais après, je me suis dit, c'est peut-être elle, le temps qu'elle fasse son cheminement. Et donc, elle reprend la plume finalement pour s'adresser à Jeanne Jeannette, uniquement quand elle sent qu'elle a des choses à dire. Alors bon, moi, il y a un peu de tout ça. Il y a des moments où elle ne peut pas écrire parce que elle n'a simplement pas l'opportunité, oui. Ou alors elle est envoyée, comme elle dit parfois qu'elle a été envoyée en détention, en isolement. Oui. Là, elle est seule dans une cellule, impossible d'écrire. Et puis, il y a aussi une irrégularité dans elle, son envie d'écrire. Et puis, elle a des moments de très grand désespoir où elle n'en est pas capable. Donc oui, pour moi, ça reflétait un peu son parcours qui est chaotique en fait, et son quotidien qui est étrange et compliqué, quoi. Ouais. Donc un quotidien étrange et compliqué pour tous les personnages de ce roman, même pour les hommes d'ailleurs, hein, pas que pour les femmes. Mais c'est vrai que malgré tout, on sent... l'amour peut tout en fait, on a l'impression. Moi, le message que j'ai, à la fin du roman, on est ému parce qu'on est dans l'émotion, mais on se dit, mais en fait, l'arme la plus suprême, c'est l'amour, peu importe sa nature. Oui, alors l'amour peut pas tout, parce que l'amour ne sauvera pas tout le monde dans ce livre. Pour moi, l'idée, c'était pas tant que l'amour peut tout, parce que je pense pas que l'amour puisse tout, et notamment face à la maladie. Là, on va parler de maladie mentale, mais même la maladie physique, etc. Malheureusement, on est face à des choses qui nous dépassent. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même, à la fin, c'est ce qui va rester. Je pense quand on arrive au bilan, ce qui restera, c'est, et comme vous disiez, c'est l'amour au sens large, c'est-à-dire c'est aussi l'amitié, c'est toutes les relations qu'on peut entretenir avec des gens, des relations authentiques, sincères. Et c'est ça qui fait, à mon sens, la richesse d'une vie, plus que n'importe quoi d'autre. Alors, qu'est-ce que vous transmettez à vos filles, hormis ce merveilleux roman? Je sais pas, j'essaie de leur transmettre beaucoup d'amour et même j'essaie parfois de leur transmettre des choses que moi je n'ai pas. Par exemple, une certaine sérénité que j'ai pas forcément, parce qu'il y a la question de ce qu'on veut transmettre, mais aussi ce qu'on ne veut pas transmettre, ce qu'on veut éviter de transmettre. Et souvent, ce qu'on veut éviter de transmettre, on le transmet avec une facilité déconcertante. C'est ça, c'est que le plus gros de la transmission, de toute façon, il est inconscient, parce que la réalité, c'est que vous pouvez dire ce que vous voulez à vos enfants, ce qu'ils regardent, c'est ce que vous faites. Aussi le mimétisme. Voilà. Et donc, si vous dites quelque chose, mais que vous faites le contraire, ça ne marchera pas. Ça, j'ai très vite compris. Et c'est déstabilisant d'ailleurs de voir parfois se refléter chez ses enfants des choses dont on sait qu'elles viennent de nous, et qu'on n'aime pas particulièrement chez nous. Et d'ailleurs, nos enfants, en fait, à partir du moment où on devient maman, je pense que c'est pareil pour le papa, mais je ne sais pas, mais en tout cas, à partir du moment où on devient maman, ils nous mettent nos failles en face, fait. Et on se rend compte et on se dit, là, hop, il va falloir un garde-fou pour pas que j'aille là-dedans, pour pas que j'aille... Mais c'est vrai qu'on évolue. On apprend beaucoup sur soi. Beaucoup, oui. Dans cette expérience de la parentalité. Et finalement, c'est en grandissant qu'on leur transmet et qu'eux grandissent à leur rythme aussi, quoi. Donc, et puis eux, ils ont aussi leur personnalité, ils ont aussi leur propre... Ils vont construire leur propre système de valeurs, de croyances, etc. On peut l'influencer, évidemment, dans une certaine mesure, mais au fond, ils seront leur propre personne. Et ça, je pense que... Puis on le voit dès la naissance. Moi, j'en ai 2, j'ai un garçon et une fille. Les deux, les miennes ne sont jamais allées à l'école. On a fait l'école à la maison. D'accord. Et en fait, les deux avaient 2 techniques d'apprentissage totalement différentes. Et vraiment, c'était... Et on s'habitue, on s'adapte, et c'est en s'adaptant qu'on évolue.
Oui, c'est ça. Bah, moi aussi, j'ai pareil 2 filles qui ont des personnalités complètement différentes. Et c'est génial d'ailleurs. Ah bah oui, c'est chouette. Ouais. On a un double travail à faire sur nous comme ça. Donc moi, je retiendrai 2 phrases de cet ouvrage. Les fous d'une génération sont les génies de la suivante. Et je n'étais pas l'homme de la vie, de la femme de ma vie. Alors, celle-là, je trouve qu'elle est merveilleuse. Ça m'a attristé. Ça, je veux pas. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'hésitation dans le processus d'écriture. Ah ben oui, j'imagine. Mais voilà, ça va. Donc je vais pas spoiler qui dit ça non, et à qui. Non. Et les fous d'une génération sont les génies de la suivante. Ça, le nombre d'artistes qui ont été reconnus seulement après leur mort. Je pense par exemple à la poétesse américaine Emily Dickinson qui quand même inspiré en partie Solange, mais qui toute sa vie a écrit des poèmes sur des bouts de papier, qui n'a jamais été publié, qui était vraiment la folle du village. Enfin, elle se trimballait partout tout en blanc. C'était une personnalité complètement atypique. Et c'est après sa mort que sa sœur s'est battue pour faire publier sa poésie. Et elle est aujourd'hui considérée comme une des plus grandes poétesses de la littérature américaine. Ah oui, bien sûr. Et ça, on peut le dire pour plein de... Ah bah oui, bien sûr. Pas que dans la littérature, des peintres. L'art, c'est vrai que dans toute forme d'art, de toute façon, il y a une certaine connexion au-delà. Et on le voit, les lecteurs le découvriront, mais avec les fusées notamment. Enfin, voilà, il y a cette histoire qui est extraordinaire, parce que c'est vrai que... Voilà, mais il ne faut pas en dire plus, parce qu'il ne faut pas trop en dire. Voilà, on ne va pas spoiler les... Voilà, non. Votre ouvrage préféré? Vous devez partir, vous n'avez droit qu'à un seul ouvrage, lequel vous prenez? Je prends Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ouais. Vous l'avez lu à quel âge? À plein d'âges, parce que je l'ai lu plein de fois. Mais je pense que la première fois que je l'ai lu, je devais avoir 13-14 ans, je pense. Ouais. Et j'ai adoré, pas du tout pour les mêmes raisons d'ailleurs, que je l'adore aujourd'hui que je l'ai adoré quand j'ai lu à l'âge adulte. Parce que je trouve que c'est... À 13 ans, quand je l'ai lu, je trouvais que c'était une histoire passionnante. C'est un espèce de polar quand même, il y a beaucoup de mystères, il y a cette ambiance gothique, ce château-là avec ce propriétaire un peu taciturne, ténébreux. Et cette jeune fille orpheline, incroyablement indépendante, qui décide de faire sa vie sans se marier, ce qui à son époque est quand même très est révolutionnaire quelque part. Et puis il y avait cette histoire avec la folle dans le château, les rires qu'on entend la nuit. Enfin, c'est du thriller. Et donc j'avais adoré parce que j'avais trouvé ça haletant. Et puis il y a quand même une grande histoire d'amour, etc. Et puis après, quand je l'ai relu plus tard, je pense à la fin de la... Je l'ai lu plusieurs fois à l'adolescence. Ouais. C'était vraiment un de mes bouquins favoris. Et j'ai pris le risque de le relire adulte. C'est toujours risqué parce que parfois il y a des livres qu'on adore petits et on les relit et on est déçus. Mais alors là, pas du tout. J'ai trouvé ça incroyablement moderne. On les comprend différemment. Voilà, c'est ça. Et Jane Eyre, c'est vraiment un roman féministe de ce qu'il dit des femmes et même dans son traitement de l'histoire d'amour, parce que je vais spoiler la fin, mais finalement, elle accepte de se marier quand l'homme qu'elle aime est devenu aveugle et handicapé, et que donc il n'a plus de pouvoir sur elle. Il a tout perdu. Il a perdu son château. Et à ce moment-là, quand du coup il se retrouve sur un plan d'égalité, elle va accepter l'histoire d'amour. Ouais. Et ça, c'est assez fort, en fait, d'un point de vue féministe. C'est quand même... Ah oui, les convictions, elles sont poussées à l'extrême, là. Ouais. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment un livre génial et qu'on ne le lit pas assez en c'est France. Vrai. Oui. Il faut vraiment... moi, ma fille l'a lu, elle lit beaucoup, forcément. Et c'est vrai que, elle le relit régulièrement. Maintenant, elle le lit en anglais, puisqu'elle parle anglais couramment. Mais c'est vrai que, c'est important C'est important. Puis c'est là où on voit le talent de l'écrivain aussi. Il y a différents âges, il y a différents plans de lecture. Et il y a différents plans de lecture aussi. Hein. Donc si vous le relisez dans quelques années, déjà lisez-le cette année, mais dans quelques années, ce sera extraordinaire parce que vous le comprendrez différemment. Merci infiniment en tout cas pour cet ouvrage, merci beaucoup, Marie. Virginie. Est-ce qu'il y en a un prochain en préparation ?
Toujours. J'ai pas vraiment commencé encore, mais je vais m'y mettre bientôt, promis. Bon, nous attendons. Hein. En attendant, nous qui avons connu Solange, Marie Vareille aux éditions Flammarion, c'est un bijou. La fête des mères bientôt. Et puis pour se faire plaisir, vraiment, c'est un très très beau cadeau. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup.